La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Ce mercredi matin, il est 8h, bienvenue. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nico Saliagas. Vous l'attendez avec impatience, il est venu avec son portable. Je balance. David Doucan ce matin, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour, David. C'est une déconvenue pour Paris et Berlin. Ils voulaient un géant du ferroviaire. Bruxelles va dire non à la fusion Siemens-Alstom. Les suites du terrible incendie hier dans le 16e arrondissement de Paris. Le profil de l'habitante soupçonnée fait polémique. Elle avait de lourds antécédents psychiatriques. Le drame aurait-il pu être évité? Et puis nous irons aux États-Unis. Donald Trump a prononcé son discours sur l'état de l'Union devant un congrès en grande partie hostile. Il a essayé d'endosser le costume du rassembleur. Et toujours à propos des États-Unis, à 8h12, Vincent Herouette, pour le retrait des troupes américaines ou pas, les Afghans sont-ils abandonnés à leur sort? Et à 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Sébastien Lecornu, le ministre des collectivités territoriales et copilote du grand débat national. Europe 1. La commission va dire non. Aujourd'hui, il n'y avait pas de suspense, mais Bruno Le Maire vient de le confirmer. La fusion Siemens-Alstom avait pourtant été annoncée en grande pompe en septembre 2017. Le rêve d'un géant européen du ferroviaire pour damer le pion des mastodontes chinois ou américains. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour David. Vous êtes le directeur de la rédaction des Échos. Ce rêve, Nicolas, se fracasse sur les règles de la concurrence? Oui, la commission considère que Alstom et Siemens auraient eu une position de quasi-monopole en Europe et du coup qu'ils auraient pu vendre leur TGV par exemple plus cher à la SNCF. Le problème, c'est que le marché des trains est mondial et que la vraie concurrence vient d'un géant chinois, c'est RRC, 2 fois plus gros que Alstom et Siemens réunis. Ce géant chinois se jette sur tous les contrats avec des prix cassés. Ils viennent d'en remporter à Istanbul, à Boston, à Buenos Aires. Le président chinois Xi Jinping les soutient à bout de bras. D'ailleurs, il vient tout juste d'inaugurer la dernière rame de TGV de ce géant chinois qui s'appelle Renaissance. C'est tout un programme. Bref, tout ça, la commission ne le prend pas en compte. Alors, restez avec nous, Nicolas Barré. On va écouter ensemble ce que déclarait sur notre antenne le ministre de l'économie français Bruno Le Maire. Il était l'invité du grand rendez-vous il y a tout juste un mois. Si jamais la Commission européenne devait donner une décision défavorable, ça ne serait pas simplement une erreur économique, ce serait une faute politique. Et ça enverrait le signal face à une Chine qui est conquérante, que l'Europe se divise et se désarme. Je souhaite que cette fusion aille jusqu'au bout et je ne vois aucune raison acceptable que la Commission s'y oppose. Alors voilà, Nicolas Barré, Bruno Le Maire avait prévenu. Est-ce que c'est de l'esbrouf de sa part ou bien est-ce que la France ou l'Allemagne peuvent encore faire quelque chose? Alors ils peuvent toujours faire un recours devant le tribunal de l'Union européenne. Ils peuvent aussi demander des dommages et intérêts. C'est déjà arrivé, mais franchement, le vrai sujet est ailleurs. Il faudrait changer les règles pour qu'il puisse y avoir une vraie réciprocité avec les Chinois, que le marché européen leur soit fermé tant qu'on ne peut pas y accéder, qu'il y ait une vraie sanction du dumping. Bref, il faut complètement revoir le logiciel de Bruxelles à ce niveau-là, et c'est ce que demande Bruno Le Maire ce matin. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur les élections européennes? Ça peut avoir des conséquences, oui, dans le sens où c'est quelque chose qu'il faut que les candidats aux élections européennes vont demander, qu'il y ait des règles beaucoup plus fermes vis-à-vis de la concurrence chinoise. Merci à vous Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Les suites du terrible incendie dans le 16e arrondissement de Paris. Eh oui, le plus meurtrier dans la capitale depuis près de 14 ans. 10 personnes ont perdu la vie. C'est la piste criminelle qui est privilégiée. Une habitante de la résidence aux lourds antécédents psychiatriques est soupçonnée d'avoir mis le feu. Alors Aude Vernuccio, vous êtes retournée sur place. Bonjour Aude. Bonjour David. Là-bas, tout le monde ou presque savait que cette dame souffrait de troubles psychiques et aujourd'hui, on ne comprend pas comment elle a pu être laissée libre. Oui, en parlant aux voisins, aux riverains, on sent bien cette colère monter dans le quartier avec ce bilan très lourd. D'ailleurs, ce matin, les pompiers continuent les recherches dans l'immeuble sinistré. Alors Europe 1, vous le révélez ce matin, on sait désormais que l'auteur présumé de l'incendie revenait il y a quelques jours d'un séjour en hôpital psychiatrique, interné à la demande de sa famille. Cette femme de 40 ans avait aussi eu affaire à 2 reprises à la justice pour un autre incendie et des violences, à chaque fois exonérée de poursuites en raison de son état mental. Inenvisageable cette fois-ci pour Inès, une habitante de l'immeuble. Quand vous vous énervez avec vos voisins, vous n'allez pas chercher des bouts de bois et mettre le feu. Enfin, c'est pas normal. Faut qu'elle paye. Faut qu'il y ait un procès déjà. Et qu'elle nous dise pourquoi elle a fait ça. Et je veux pas entendre la folie ou je sais pas quoi. Quand tu mets le feu, quand tu allumes le petit bout de bois, tu sais que ça va mettre le feu et que on va tous mourir. Enfin, c'était prémédité. Moi, je veux pas me dire que c'était de la folie ou je sais pas quoi. Son cas va maintenant faire l'objet d'un débat entre experts. Il faut savoir qu'en France, le code pénal stipule n'est pas responsable la personne atteinte de troubles psychiques au moment des faits. Cette femme n'est d'ailleurs plus en garde à vue. Elle a été internée hier soir en hôpital psychiatrique. Merci Aude Vernuccio, vous étiez en direct de cet immeuble du 16e arrondissement pour Europe 1.
La loi anti-casseurs a été adoptée hier à l'Assemblée nationale, 392 voix pour, 92 contre, mais 50 députés marcheurs se sont abstenus parce qu'ils jugent que le texte atteint à la liberté de manifester. Sachez par ailleurs que le Sénat s'est opposé cette nuit à la privatisation d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux. C'est un contretemps. Le dernier mot reviendra à l'Assemblée nationale qui avait donné son feu vert en première lecture. Voilà maintenant, David, un combat entre David contre Goliath. Je ne parle pas de vous. Le combat d'un homme contre la firme Monsanto. Il ne lâche rien. Oui, il s'appelle Paul François, il vit en Charente. C'est un agriculteur gravement intoxiqué il y a 14 ans après avoir inhalé les vapeurs d'un herbicide, le Lasso, commercialisé par Monsanto. Il souffre de graves troubles neurologiques reconnus comme maladie professionnelle. Il s'est lancé dans un combat judiciaire interminable contre l'armada des avocats de Monsanto qui multiplient les procédures. Son 4e procès débute aujourd'hui. Notre correspondant dans l'Ouest, François Coulon, l'a rencontré. Se frotter à eux, c'est inimaginable. En novembre 2014, j'ai vraiment envisagé de stopper la procédure parce que vous n'endormez plus la nuit, ça détruisait ma famille, ça détruisait mon couple. Un médecin m'avait dit au départ, en voyant mon dossier, m'avait dit vous auriez dû mourir dans l'heure de votre intoxication, vous avez la peau dure. J'ai une épée de Damoclès sur la tête, je ne sais pas si je vais le gagner ce procès. Moi je suis au bout. Combien de victimes sont recensées en France ? Si on prend que la maladie de Parkinson, en agriculture, on estime qu'il y en aurait à peu près 5000. Le cancer de la prostate, cancer du rein, il y a plein de pathologies qui sont en train d'exploser. Paul François, agriculteur dont le 4e procès face à Monsanto s'ouvre aujourd'hui au micro Europe 1 de François Coulon. Le 24 avril devient la journée de commémoration en France du génocide arménien. Le président de la République en a fait l'annonce hier soir. Emmanuel Macron s'exprimait lors du dîner annuel des organisations arméniennes de France. Le 24 avril 1915, à Constantinople, des intellectuels arméniens avaient été raflés et assassinés par l'Empire ottoman. Europe 1. La suite du journal avec David Doucan et le discours sur l'état de l'Union de Donald Trump. Oui, cela s'est passé cette nuit en heure française. Le président américain sort tout juste de 35 jours de shutdown. Il n'a pas réussi à faire céder les démocrates pour qu'il finance son mur à la frontière mexicaine. Alors Xavier Yvon, vous êtes notre correspondant à New York. Vous avez suivi ce moment de la vie politique américaine pour Europe 1. Face à ce congrès en grande partie hostile, le président Xavier a essayé d'endosser le costume du rassembleur. Ah oui, Donald Trump a enfilé comme des perles les sujets les plus consensuels. L'Amérique championne de la liberté avec les 75 ans à venir du D-Day. L'Amérique conquérante avec les 50 ans des premiers pas sur la Lune. Dans les tribunes, l'astronaute Buzz Aldrin se lève avec sa cravate aux couleurs du drapeau. L'Amérique ambitieuse, Donald Trump promet d'en finir avec le sida dans les 10 ans. Il parle aussi de la lutte contre le cancer des enfants. Qui peut ne pas applaudir ? Donald Trump y va même de son couplet féministe, ce qui donne une scène surprenante. Les nombreuses femmes nouvellement élues sur les bancs démocrates se lèvent et s'applaudissent, habillées tout en blanc en hommage aux suffragettes. Elles boudettent ostensiblement jusque-là. Une offensive de charme donc du président américain pour obtenir une chose, son fameux mur à la frontière. I will get it built. Je le ferai construire, martèle Donald Trump. So let's work together, compromise. Il appelle à travailler ensemble au compromis entre les deux parties pour le financer. Mais les démocrates ne sont pas dupes. On dirait que le président se réveille le jour du discours sur l'état de l'Union avec une soudaine envie d'unité, a répondu le chef des démocrates au Sénat. Les 364 autres jours, il passe son temps à nous diviser. Merci à vous Xavier Yvon, vous étiez en direct des États-Unis pour Europe 1. J'ajoute que Donald Trump a annoncé qu'il rencontrerait à nouveau le dictateur nord-coréen Kim Jong-un à la fin du mois au Vietnam. Il a aussi évoqué, je cite, des discussions constructives avec les talibans en Afghanistan. On va parler maintenant d'un sujet auquel sont confrontés tous les parents qui nous écoutent ce matin. Oui, les écrans. Il y en a trop dans nos foyers, 600 moyenne par famille. Alors comment gérer ces accès à Internet qui génèrent une forme d'addiction pour nos enfants et nos adolescents ? Les experts disent qu'il faut co-construire des règles. En pratique, ce n'est pas si évident, comme en atteste ce reportage de Virginie Salmen. Chez les Dujardin, il y a des règles strictes. Tom, tu peux descendre avec l'iPad s'il te plaît ? C'est un combat de tous les jours. On passe notre temps à lui cacher le portable et il passe son temps à le récupérer. C'est la guerre. Pourtant c'est clair, pas de smartphone avant la classe de 4e. Chaque soir, le téléphone doit être rangé à 21h au rez-de-chaussée. Et dès que les résultats scolaires chutent, Vincent et Sandra, les parents, cachent tous les écrans. On en a un caché dans les tiroirs et l'autre est sous une BD à côté du lit des parents. Et pour la télé, il y a une règle aussi pour Tom et sa petite sœur Raphaël, 8 ans. Les enfants n'ont pas de rendez-vous télévisuel, une émission qu'ils regardent de manière régulière. Donc pas d'émission de divertissement, pas de série, plutôt un film pour partager un moment en famille comme ce week-end. On a regardé par exemple Papy fait de la résistance. Bon, au début, elle était un peu fâchée, elle avait pas envie, mais... Elle a commencé, qu'elle a dit non, je veux pas regarder, ça me plaît pas, je vais me coucher. Et au final, Raphaël ? J'ai bien aimé. Tom
Tom, l'ado qui se fait souvent confisquer son téléphone, trouve ça assez injuste. On a grandi avec ça, c'est comme si on avait constamment besoin du smartphone pour rester en contact avec nos amis. Et puis il y a quelques principes que Vincent et Sandra s'appliquent à eux-mêmes, notamment pas de téléphone sur la table pendant le repas. Reportage signé... On fait comme on peut en vrai. Reportage signé Virginie Salmen. Vous êtes comment avec votre petite, vous ? Ah ben moi, elle ne regarde un dessin animé qu'une fois par semaine, le week-end. Voilà. Mais en semaine, elle regarde pas trop les écrans. Non, alors la pauvre, elle est quand même confrontée en permanence aux chaînes d'infos en continu, parce que chez moi, évidemment, c'est vous qui êtes évidemment, voilà, je regarde les chaînes d'infos. Bon, je vous dis un mot de football, Nikos. Qualification de Caen, de Nantes, de Dijon, d'Orléans pour les quarts de finale de la Coupe de France. À suivre aujourd'hui le PSG qui affrontera à Lyon les joueurs de Villefranche-sur-Saône. C'est un club de 3e division. Et puis, ça fera plaisir à Mathieu Noël. L'Olympique de Marseille a gagné hier 1-0 face à Bordeaux dans le cadre d'une journée en retard de Ligue 1. Le journal de 8h était présenté par David Doucan.